Vous êtes sur KMC Télévision. Merci de nous rester fidèles pour vous informer. Tout de suite, les titres. Suivons la continuité des engagements pris à Addis Abeba ce mercredi 18 février 2026 à Dubaï. Julien Paloukou et ses homologues africains discutent de la fluidité des postes frontaliers pour accélérer la ZLECAf et booster la compétitivité des détails dans ce journal. Et puis, le ministère des Transports interdit tout feu non réglementaire sur le territoire national. Les propriétaires de véhicules ont jusqu'au 1er mars pour retirer les phares non conformes jugés dangereux pour la sécurité routière. Et enfin, pour porter assistance aux réfugiés congolais et réévaluer leurs besoins humanitaires, le gouvernement congolais a dépêché une mission officielle au camp de Lovoa en Angola. Voilà pour l'essentiel des titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Avant sa séance de travail avec la commissaire européenne Adja Labib, dans un contexte de crise persistante dans l'est du pays, la première ministre et chef du gouvernement a ouvert ce mardi 17 février la table ronde sur la protection des services essentiels en contexte de conflit. Le point complet avec Stéphanie Pagnin. Le gouvernement congolais a réaffirmé son engagement pour un accès humanitaire sûr dans l'est du pays. La première ministre Judith Suminwa a ouvert le 17 février 2026 une table ronde sur la protection des services essentiels en collaboration avec l'UE et le CICR. Cette action précède une séance de travail avec la commissaire européenne Adja Labib sur fond de crise sécuritaire et humanitaire persistante. À savoir, les points clés de cette démarche incluent le renforcement de la coordination pour une collaboration accrue avec l'Union européenne et le CICR pour protéger les populations vulnérables, l'engagement humanitaire qui témoigne de la volonté d'assurer un accès rapide, sûr et non discriminatoire aux services de base, la stratégie à long terme qui vise l'exploration d'un compact santé pour sécuriser la continuité des services dans cette partie est de la République, ainsi que le cadre légal qui met au point la réaffirmation du respect du droit international humanitaire. Et cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement PAG 2024-2028. Je l'ai annoncé à l'entame de cette édition, ce mercredi 18 février 2026 à Dubaï, le ministre du Commerce extérieur Julien Paloukou et ses homologues de la Zambie, Mozambique, Botswana ou encore du Zimbabwe ont poursuivi les discussions sur la facilitation des échanges au sein de la ZLECAf centrée autour de la fluidité des postes frontaliers et de la réduction d'attente. Les détails dans cet élément. À la suite des engagements pris à Addis Abeba, les discussions sur la facilitation des échanges se poursuivent à Dubaï, avec un objectif clair, accélérer la mise en œuvre opérationnelle des outils de la ZLECAf. Ce mercredi 18 février, le ministre du Commerce extérieur Julien Paloukou et ses homologues de la Zambie, Mozambique, Botswana et du Zimbabwe ont examiné les modalités de financement de leurs postes frontaliers. L'enjeu est de fluidifier le transit et de réduire drastiquement les délais d'attente, un facteur clé de compétitivité pour les marchandises africaines. Les équipes mixtes disposent désormais de 15 jours pour finaliser le modèle financier, le calendrier des travaux et les procédures administratives propres à chaque État dans le cadre de partenariats public-privé. Au-delà de la construction physique des postes frontaliers, le projet mise sur une numérisation complète du processus afin de limiter l'intervention humaine et d'optimiser le traitement de données, garantissant ainsi une meilleure fluidité du transit et une réduction significative des délais d'attente. Notons que cette collaboration constitue une étape décisive pour transformer la zone de libre-échange continentale en réalité concrète. Parlons sécurité routière à présent. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, a dans un communiqué officiel annoncé l'interdiction stricte de tout feu non réglementaire sur l'ensemble du territoire national. Les propriétaires des véhicules ont jusqu'au 1er mars 2026 pour se mettre en conformité avec le code de la route. L'usage de tout éclairage non prévu par la loi est désormais prohibé. La mesure cible particulièrement les phares LED à l'avant des véhicules accusés d'éblouir les conducteurs, mettant ainsi en danger la sécurité routière. Jean-Pierre Bemba précise dans ce communiqué que les services de l'État sont instruits pour veiller au strict respect de cette décision des échéances. Et puis dans le secteur de l'éducation, le ministre de l'Éducation nationale et la CENSAP ont scellé un accord ce mardi 17 février à Kinshasa, un partenariat stratégique pour transformer la fin des carrières des enseignants. Cette convention vise à simplifier les démarches administratives et à anticiper le départ
et anticiper les départs et la prise en charge sociale de ceux qui ont formé la nation. Les précisions, c'est dans cet élément. C'est avec objectif de structurer la gestion des retraites des enseignants que la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP en sigle, et le secrétariat général de l'éducation nationale ont signé ce mardi 17 février 2026 une convention de collaboration paraphée par le directeur général de la CNSAP, Junior Mata Melanga, et le secrétaire général à l'éducation nationale, Juvenal Senga, en présence de leur autorité de tutelle. Cette initiative s'inscrit dans la réforme du régime spécial de sécurité sociale des agents publics promulguée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, piloté par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao Eboa. Par ailleurs, les enseignants, désormais majoritaires parmi les affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, constituent un enjeu prioritaire puisque la dite convention prévoit un mécanisme coordonné pour fiabiliser les données administratives, identifier leurs futurs retraités et accélérer la liquidation des droits. Placée sous la supervision du vice-premier ministre Jean-Pierre Liao et de la ministre d'État à l'Éducation nationale Raïssa Malou, ces démarches visent à garantir une retraite prévisible, sécurisée et digne aux enseignants. Au-delà de la technique, ce partenariat renforce donc la coopération entre la fonction publique et l'éducation nationale et consolide la crédibilité du régime spécial en marquant une avancée dans la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État. De ce fait, cette convention consacre l'extension effective de la couverture sociale à l'ensemble des agents de l'État. En mission d'itinérance au Kasaï oriental depuis ce mardi 17 février, le ministre de la Justice Guillaume Ngefa est arrivé à Kabeakamwanga pour évaluer le fonctionnement de la justice dans la région. Sur place, le ministre garde des Sceaux a dressé un constat préoccupant. Nadia Mabonso nous en fait le compte rendu. De la justice, ce n'est pas tout. Le parquet est inaccessible aux justiciables. Les routes sont impraticables. Une autre difficulté majeure, c'est le transfert des détenus. Il n'y a ni logistique, ni voie de communication. Entre autres réalités rencontrées sur terrain, c'est le manque criant d'infrastructures judiciaires de base, ceux des bureaux aux archives. La carence aiguë des magistrats et des greffiers est l'une des difficultés rencontrées sur place. Le personnel, lui, est largement insuffisant pour répondre à la demande. Autre desiderata, le retard et l'insuffisance des salaires pour les rares auxiliaires de justice en poste, ce qui, sans nul doute, a un impact sur la motivation et leur rendement. Autre desiderata, le retard et l'insuffisance des salaires pour les rares auxiliaires de justice en poste, ce qui, sans nul doute, a un impact sur leur motivation et leur rendement. Restons toujours à Kinshasa où ce mardi, le ministre d'État, ministre du Plan, Guilain Nyembo, et le ministre de l'Industrie, PME et de l'Entrepreneuriat, Justin Kalumba, ont évalué l'état d'avancement des réformes du climat des affaires inscrites dans le TNSE, avec en ligne de mire l'accélération des résultats et l'amélioration de l'attractivité économique de la RDC. Reportage. Ce mardi 17 février à Kinshasa, le ministre d'État au Plan, Guilain Nyembo, a présidé une séance de travail consacrée au suivi des réformes du climat et des affaires en présence de son collègue de l'Industrie, des PME et de l'Entrepreneuriat, Justin Kalumba. Au cœur de la rencontre, l'évaluation des assignations est prise dans le tableau numérique de suivi des réformes économiques, véritable baromètre environnemental pour mesurer l'évolution de l'environnement des affaires en RDC. Les deux ministres ont passé en revue l'état d'avancement des réformes sectorielles, identifié les principaux blocages et envisagé des mesures correctives en vue d'accélérer leur mise en œuvre. Cette séance s'inscrit dans la continuité d'une première réunion tenue le 14 octobre de l'an passé au ministère de l'Industrie, illustrant une coordination renforcée entre les deux portefeuilles pour améliorer l'efficacité de l'action engagée. À travers cet exercice de redevabilité technique, l'exécutif entend consolider la dynamique de transformation économique, renforcer l'attractivité du pays et stimuler l'investissement privé.
Parlons diplomatie à présent. La vice-ministre des Affaires étrangères, Noéla Ayeganagato, a reçu ce mardi 17 février l'envoyé spécial de la France pour la région des Grands Lacs, Emmanuel Coé, pour des échanges axés sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, le suivi de la conférence de Paris et la coordination des initiatives diplomatiques régionales et internationales. Suivez. La vice-ministre des Affaires étrangères, Noéla Ayeganagato, a reçu en audience ce mardi 17 février Emmanuel Coé, envoyé spécial de la France pour la région des Grands Lacs. Au centre des échanges, l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC, le suivi des recommandations issues de la conférence internationale de Paris sur les Grands Lacs, ainsi que l'harmonisation des initiatives diplomatiques en cours à Luanda, Nairobi, Washington et Doha, en synergie avec les démarches de l'Union africaine. À l'issue de la rencontre, Rémi Marichaud a souligné la volonté commune de renforcer la coordination internationale en faveur du retour de la paix dans la région. Donc dans le domaine humanitaire, La vice-ministre des Affaires étrangères a pour sa part réaffirmé l'attachement de la RDC au respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, tout en plaidant pour un suivi concret et opérationnel des engagements pris par la communauté internationale en faveur de la stabilité dans la région des Grands Lacs. Et dans le reste de l'actualité, le gouvernement congolais a dépêché ce mardi une mission officielle au camp de Lovoa en Angola pour porter assistance aux réfugiés congolais et réévaluer les besoins humanitaires dans un contexte marqué par la suspension de l'aide humanitaire. Reportage. Dans le cadre de la politique de protection de la diaspora, le ministre délégué en charge de la francophonie et de la diaspora congolaise, Crispin Badou, a dépêché une mission officielle en Angola, au camp de Lovoa, dans la province de Lunda Norte, afin d'y apporter une assistance urgente aux réfugiés congolais et d'évaluer leurs besoins humanitaires. Conduite par son directeur de cabinet, supervisée par Joseph Ilunga, consul général à l'UNA, la délégation congolaise a dans un premier temps présenté ses civilités à Constantin Kalala, ambassadeur de la RDC en Angola, ainsi qu'aux autorités provinciales de Lunda Norte. Sur le terrain, les émissaires du gouvernement ont rencontré les réfugiés congolais installés en Angola depuis les violences liées au phénomène de Kamunyan-Nsapu. Leur nombre, qui dépassait les 43 000 en 2017, est aujourd'hui estimé à 6 366, en majorité des enfants vivant dans des conditions humanitaires précaires. Cette situation s'est aggravée depuis la suspension en novembre 2025 de l'assistance du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. La mission a ainsi procédé à la distribution d'aides de première nécessité en attendant des mesures plus structurelles visant à améliorer durablement leurs conditions de vie et à préparer leur retour volontaire en RDC. Par cette action, le gouvernement réaffirme sa volonté de ne laisser aucun Congolais sans assistance où qu'il se trouve et de poursuivre ses efforts en faveur de la protection et de la dignité de ses ressortissants à l'étranger. Direction le Katanga, où le gouvernement a lancé en début de la semaine au Lualaba la campagne nationale des vulgarisations des accords de Washington, co-animée par le ministre des Communications et Médias Patrick Mouyaya et la gouverneure Fifi Masuka Saini. Cette première étape vise à mobiliser les forces vives autour du processus de paix et à contrer la désinformation. Suivez. Choisi comme province pilote pour le lancement de la campagne de vulgarisation des accords de Washington récemment conclus dans le cadre du processus de paix, le Lualaba incarne la volonté du gouvernement d'ancrer le message de cohésion nationale sur toute l'étendue du territoire. Organisée lundi 16 février dans la salle polyvalente du gouvernorat provincial, cette séance de sensibilisation à l'intention des forces vives a été co-animée par le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya et la gouverneure Fifi Masuka Saini.
Plusieurs autorités politico-administratives y ont pris part, notamment le ministre de la Justice et garde des Sceaux Guillaume Nkefa, ainsi que le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Dans son allocution, la gouverneure Fifi Masuka Saini a salué l'engagement constant du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en faveur de la paix et de la souveraineté nationale. Nous voyons le président à Doha, aux Émiratis, aux États-Unis, en Afrique du Sud, à Addis Abeba. Il cherche la paix par tous les moyens. Évidemment, il y a les sujets qui, chaque fois, quand on en parle, les gens veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des accords? Bien sûr, il y a eu des accords. Est-ce que ces accords sont défavorables pour la population de la République démocratique du Congo? Nous avons le ministre de Communication. Prenant la parole à son tour, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a expliqué les contours de ces accords, levant les zones d'ombre et répondant aux préoccupations de l'opinion. Il a également salué les avancées enregistrées dans la province du Lualaba en matière de modernisation. C'est pour la première fois qu'on a un accord où le président rwandais reconnaît qu'il a ses troupes en RDC. Parce que souvent il nie « Ah, je ne suis pas là-bas ». Et donc, qu'on ne vous trompe pas, nous n'avons été à aucune discussion où on a dit qu'on allait lâcher 1 centimètre de notre territoire. Qu'on ne vienne pas vous dire que bon, quand on aura fini à Doha, on va dire non, on fait les brassages et les mixages où vous prenez 1000, 2000 personnes, vous les mettez dans l'armée. Le ministre a par ailleurs exhorté la population à ne pas céder à la désinformation et à se référer aux sources officielles pour comprendre la portée réelle des engagements pris par les autorités nationales. Au Rwanda, maman Fifi, personne ne peut relayer le message du ministre Mouyaya ou du ministre Kaikwamba. Mais ici, chez nous, on reviendra un peu sur le sujet. Nous tous, sur nos réseaux sociaux, quand les ministres des réseaux sociaux parlent au Rwanda, nous tous, on se les partage. Regardez, les Rwandais ont dit « Ah, l'armée numérique du Rwanda ». Non, l'armée numérique du Rwanda n'est pas forte. Elle devient forte lorsque nous, les Congolais, on commence à relayer leur poison. La rencontre s'est poursuivie par une séance d'échange avec les participants. Les différentes préoccupations soulevées ont reçu des éclairages précis de la part des panélistes. Au-delà de la sensibilisation, cette étape marque le début d'un déploiement progressif de la campagne à travers d'autres provinces avec l'ambition de créer un socle d'adhésion populaire autour des engagements de paix portés par les institutions nationales. Restons à l'intérieur du pays où en mission conjointe à Beni, Bunia et Goma, l'ambassade de Suède et le PNUD ont lancé une opération de renforcement des capacités des services publics. C'était ce mardi 17 février 2026. Ce partenariat, marqué par une remise importante d'équipements informatiques et logistiques, vise à apporter des solutions concrètes aux défis administratifs et aux besoins prioritaires des populations du Nord Kivu et de l'Ituri. Samuel Angalula. Une mission conjointe entre l'ambassade de Suède et le PNUD a débuté cette semaine à Beni, Bunia et Goma. Ce déploiement vise à soutenir les autorités locales dans la modernisation de leurs services publics. Conduite par le représentant de la délégation suédoise et Patrick d'Oliveira, chef de bureau du PNUD au Nord Kivu, cette initiative est une étape importante dans le partenariat pour la stabilisation de la région. À Beni, le passage de la délégation a été marqué par un geste concret, la remise d'un important lot d'équipements informatiques et logistiques destinés aux autorités provinciales. L'objectif est de doter l'administration des outils nécessaires pour répondre plus efficacement aux besoins des citoyens. En renforçant les capacités techniques de l'État, les partenaires espèrent fluidifier la gestion administrative dans un contexte sécuritaire complexe. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Evariste, n'a pas caché sa satisfaction lors de la cérémonie de remise. Selon lui, ce dont prouve que les partenaires internationaux saisissent réellement les enjeux et besoins prioritaires de la province. Ce partenariat entre la Suède et le PNUD réaffirme l'engagement international à produire les résultats tangibles pour les communautés de l'Est et de la République démocratique du Congo. Ce partenariat entre la Suède et le PNUD réaffirme l'engagement international à produire des résultats tangibles pour les communautés de l'Est de la République démocratique du Congo. 20 ans après sa promulgation le 18 février 2006, la Constitution de la République démocratique du Congo fait l'objet d'un débat institutionnel autour de son évolution au regard d'un bilan démocratique contrasté et des dynamiques politiques actuelles. La réflexion porte à la fois sur l'adaptation du cadre juridique et la consolidation des fondements de l'État. Des précisions nous ont été données par Bébira Marilou Bokola.
20 ans après sa promulgation, le 18 février 2006, la loi fondamentale de la République démocratique du Congo traverse une phase de questionnement majeur. Entre un bilan démocratique contesté et l'expression de nouvelles orientations politiques en faveur d'une évolution du régime constitutionnel, le texte issu du contexte post-conflit est aujourd'hui réévalué à l'aube de réalités actuelles. Les débats en cours dépassent ainsi les cadres d'un simple ajustement juridique pour interroger les bases même de l'organisation de l'État. La Constitution de 2006 a indéniablement contribué à la stabilisation du système institutionnel après plusieurs décennies marquées par la dictature et les conflits. Toutefois, 20 années de pratique ont mis en évidence certaines limites, notamment dans la mise en œuvre effective de la décentralisation et dans la perception par l'opinion du coût du fonctionnement des institutions. Les partisans d'une révision estiment que le texte, élaboré dans un contexte de sortie de crise avec un accompagnement international, gagnerait à être adapté aux conflits actuels, afin de renforcer l'autorité de l'État et d'améliorer l'efficacité de l'action publique. Sur le plan technique, une actualisation du cadre constitutionnel peut être perçue comme un processus normal d'évolution institutionnelle. Sur le plan politique, elle appelle néanmoins à des garanties fortes pour préserver les acquis démocratiques. L'enjeu, à l'occasion de ce 20e anniversaire, demeure de veiller à ce que toute réforme consolide l'état de droit et de répondre prioritairement aux attentes des citoyens. Et en santé, après détection de choléra, des cas de choléra dans la prison centrale de Makala il y a peu, les autorités ont mis en place des mesures pour limiter la propagation de cette maladie infectieuse qui a pour agent causal le vibrion cholérique, qui contamine l'eau, les aliments via les matières fécales. Le docteur Steve Kodondi nous en parle. Il a été joint au téléphone par Nadia Mabonso. Le choléra, c'est quoi le choléra? Le choléra, c'est une maladie infectieuse grave et très contagieuse qui touche l'intestin. Donc le germe responsable, c'est une bactérie qu'on appelle le vibrio cholerae qui se retrouve dans l'eau ou les aliments contaminés par des matières fécales. Donc on appelle maladie des mains sales parce qu'il se transmet surtout lorsqu'on ne se lave pas les mains, après être allé aux toilettes, ou on consomme de l'eau qui n'est pas potable, ou on mange des aliments mal lavés ou mal cuits. Donc le choléra est lié au manque d'hygiène et d'assainissement. Quels sont les symptômes et le traitement du choléra? Bon, le choléra se manifeste brutalement par une diarrhée abondante et très liquide. La caractéristique, c'est cette diarrhée comparée à l'eau de riz. Et nous avons des vomissements qui pourront entraîner une déshydratation rapide avec des signes tels que une asthénie physique, une soif intense, des yeux qui sont enfoncés. Et on peut avoir aussi des crampes musculaires. Bon, sans traitement rapide, la déshydratation peut entraîner la mort, surtout chez des enfants et les personnes âgées. Concernant le traitement repose principalement sur la réhydratation immédiate. On va utiliser des sels de réhydratation orale, donc des SRO. En cas de gravité, donc on peut donner des perfusions au niveau de l'hôpital. Bon. En sport, le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF s'est tenu ce mardi 17 février au siège de la Confédération africaine de football. L'association sportive Maniema Union, dernier représentant de la RDC encore en lice, a découvert son adversaire ainsi que son potentiel parcours jusqu'à la finale de cette compétition. Bienvenue Fouamba. Qualifié pour la toute première fois de son histoire en quart de finale de la Coupe des Confédérations africaines de football, après avoir terminé deuxième de son groupe, Maniema Union, seul représentant de la République démocratique du Congo en compétition des interclubs de la CAF, connaît désormais son adversaire. À l'issue du tirage au sort effectué ce mardi 17 février au siège de la Fédération égyptienne de football par la CAF, les unionistes de Kindu affronteront les Algérois de l'USM Alger, dirigés par l'ancien entraîneur du tout-puissant Mazembe, le franco-sénégalais Mamadou Lamine Ndiaye. Les matchs allés se jouera à Lubumbashi, tandis que la rencontre retour aura lieu en Algérie. Les vainqueurs de cette double confrontation affrontera en demi-finale les gagnants du duel entre Olympique Club Safi et Wydad de Casablanca, un duel 100% marocain. Avec 12 points à 6 matchs joués,
les poulains des Papé Kimoto ont démontré leur envie d'aller encore plus loin dans cette compétition miroir du football africain. Toujours en sport, le Paris Saint-Germain a remporté sa victoire face à Monaco, 3-2 lors de la soirée du mardi 17 février à Lens. C'était pour le compte de la Ligue des Champions. Images et commentaires de Jean-Pierre Kaniki. Après un début de match cauchemardesque, le Paris Saint-Germain a renversé l'association sportive Monaco par le score de 3-2. C'est mardi lors du match aller des barrages de la Ligue des Champions. Le Monégasque entame la rencontre de la meilleure manière en marquant dès la 55e seconde par Balogun 1-0. Ce n'est pas tout. À la 18e minute, le Parisien s'est fait surprendre une deuxième fois par le buteur américain 2-0. Dans la foulée, Faez concède un penalty, mais Vitinha ne profite pas de l'offrande, un vrai cauchemar pour le PSG. À la 29e minute, Désiré Doué remplace Dembélé touché au mollet et marque le premier but 2-1. Le Paris Saint-Germain s'active avec Hakimi qui ramène le score à l'égalité, 2 buts partout. Pour clôturer la rencontre, Désiré Doué marque son deuxième but d'un tir puissant du gauche, résultat final 3-2 en faveur du Parisien. Précisons qu'actuellement Paris Saint-Germain est 11e avec 14 points et l'association sportive Monaco 21e avec 10 points. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, place au rappel des titres. À Dubaï, ce 18 février, Julien Paloukou et ses homologues africains ont discuté de la fluidité des postes frontaliers pour accélérer la ZLECAf. Et puis, le ministère des Transports interdit tous les feux non réglementaires. Les propriétaires doivent retirer les phares non conformes avant le 1er mars. Et enfin, pour assister les réfugiés congolais et réévaluer leurs besoins, le gouvernement a dépêché une mission d'aide au camp de Levoix en Angola. C'est la fin complète de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur KMC TV.